chose qui serait près de la Savoie. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette monnaie? On va parler de la monnaie locale. Bon, c'est déjà pas mal étendu en France, hein, dans beaucoup de régions, beaucoup d'endroits. Ici, je pensais même qu'il y en avait déjà une, hein, sur La Roche-sur-Foron, et m'étant renseigné, eh bien, elle n'a jamais percé. Ah ouais, voilà. Parce que je vois, nous, dans le Chablais, il y a le Chab, par exemple, et il y a un paquet de commerçants qui déjà sont affiliés à ça, où on peut changer. Alors, moi, la vision, c'est bien que les commerçants soient aussi, bien sûr, qui sont très intéressés, mais je vois aussi le côté peut-être personnes qui sont en difficulté, et actuellement peut-être encore plus qu'il y a des années auparavant, hein, parce que la vie est de plus en plus chère. Qu'est-ce que cette monnaie pourrait apporter de plus pour ces gens dont tu parles en difficulté, par exemple? Alors, je pense que ça permettrait... il faut peut-être aller regarder en amont, c'est-à-dire que cette monnaie locale, elle doit être, d'une part, elle est associative, hein, souvent, mais il est important qu'elle soit aussi lancée par les communes, c'est-à-dire par ceux qui ont l'entité, je veux dire, l'autorité, en fin de compte, dans la ville ou dans le village, parce qu'ils peuvent... En la créant, ils ne sont pas obligés, alors ça, je vais peut-être aller un peu plus vite, ils ne sont pas obligés de l'adosser à l'euro. Quand on est une association, on est dans l'obligation de l'adosser à l'euro. Alors que une communauté, par exemple, n'est pas obligée, elle a la possibilité parce qu'elle a une fonction d'autorité, et par contre, il va y avoir des impôts qui vont être retirés de cette monnaie quand elle va être mise en place. Alors, l'autorité on va dire de la ville ou du bourg, par exemple, elle a déjà des personnes qui travaillent pour elle, donc elles peuvent déjà être payées à travers cette monnaie, hein, en partie en euros, en partie avec cette monnaie. Et étant donné que cette monnaie n'est pas... Parce qu'elle peut avoir la possibilité de créer, comme nous avions, nous, en 1973, la possibilité de créer cette monnaie, avant que ce soit les banques privées. Voilà. Mais nous, alors, j'ai juste une question par rapport aux élus locaux, je pense aux maires, par exemple. Quelle liberté d'agir ils ont, sachant qu'ils sont un peu pris entre l'enclume et le marteau, quoi, avec la République à côté C'est vrai que ça, c'est peut-être le problème que nous avons, c'est-à-dire que d'une part, ils ont des ordres qui viennent du haut, et d'autre part, ils ont aussi la fonction de subvenir à la communauté, parce qu'ils sont élus pour justement prendre soin des personnes qui ont la fonction de gérer, quoi, on va dire. Donc il y a les commerçants, bien sûr, et puis il y a toutes ces personnes qui vivent, qui sont là. Donc leur fonction, c'est aussi de faire en sorte que ces gens soient dans une aisance financière. Et c'est une possibilité parce que dans ces cas-là, cette monnaie, ils deviennent créateurs en même temps. Créateurs, ils sont employeurs. Ils deviennent employeurs, ils sont déjà employeurs. Hein. Les communes, certaines, ont plusieurs centaines de personnes sous leurs ordres. Donc, ils peuvent, à travers ça, ils peuvent même créer d'autres emplois. On voit bien dans les hôpitaux, par exemple, je ne sais pas, par exemple, dans l'éducation, c'est-à-dire dans les écoles. On peut employer des personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus et ça leur ferait donc un complément. Alors moi, je vois ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour aider les gens qui n'ont un revenu un peu trop faible, alors on peut peut-être les aider financièrement parce qu'ils ont cette possibilité de créer cette monnaie. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça serait, c'est une monnaie en fait bienveillante, génératrice d'économie. À titre, avec notre média, on a déjà fait un petit peu le sondage sur ces monnaies locales. Tu parlais tout à l'heure des commerçants qui pourraient jouer le jeu, mais souvent on est confronté à la peur de ces commerçants de se lancer dans quelque chose qui est un peu méconnu ou inconnu. On ne sait pas où on va avec ça. Donc en termes de valeur, qu'est-ce que vaudrait par exemple cette monnaie? Est-ce qu'elle serait en valeur égale à l'euro on peut lui donner la valeur à l'euro. Enfin, de toute manière, la valeur est toujours subjective, hein. Mais on peut partir de lui donner la valeur à l'euro. 1 euro vaut 1x, du nom qu'on veut bien lui donner. On peut partir comme ça, et quand au moment où il l'achète,
bien sûr, les commerçants prennent aussi ces monnaies-là. Et à travers ça, donc les communes vont retirer des impôts, hein, bien sûr, donc ça va revenir. Alors ça c'est de l'économie, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne même dans un État, et ça peut fonctionner de la même manière pour une commune. D'accord. Voilà, et donc tout le monde s'y retrouverait, les commerçants retrouveraient des personnes qui viennent acheter, puis la personne a du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc tout le monde est gagnant, et puis les mairies, écoutez, je ne pense pas que ce soit... Maintenant, il faut qu'elles jouent le jeu aussi. Il faut qu'elles acceptent, et souvent c'est là le problème, c'est que les mairies ne sont pas très chaudes. Là, on est face à comment dire, une montagne à surmonter qui va être colossale. Nous, aujourd'hui, on est là dans le cadre de la réunion des constituants, oui. Puisque, alors je sais que tu as participé apparemment à ce travail. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce travail de la Constitution? Alors, on est 2 groupes en ce moment à s'être accouplés, on va dire. Un premier groupe depuis déjà plus d'une année, ouais. Le groupe Granier qu'on appelle, ouais. Et nous sommes le groupe Cabane de Père Jussy, et nous ça fait on va dire 6 mois en gros, hein, depuis cet été. Ça fait combien de personnes tout ça? On est entre 20 et 30 personnes, quoi. D'accord. 25 personnes à peu près. Sur quel type de constitution vous vous basez? Alors est-ce que c'est une constitution avec une base sarde ou purement nouvelle? Je ne sais pas. Non, on est parti sur rien. Bon, on a pris, il y avait une constitution, alors le nom comme ça, en 96, il y avait une constitution qui avait déjà faite, ouais. Voilà, on l'a regardée, mais en fin de compte, il n'y avait pas grand-chose à prendre dessus, donc on est reparti sur simplement des réflexions, presque, on va dire, sur rien du tout. Hein. À l'heure actuelle, vous avez validé tout ça, non? Alors, la validation se fera par le peuple. Nous, on a simplement mis des projets, comment un gouvernement, comment un État pouvait être donc dirigé, gouverné. Après, avec tout ce qui serait à côté, mais bon, alors ce sont les grandes lignes, bien sûr, hein, et donc on va dire que ça doit être validé par le peuple. Hein. Alors ça sera sûrement la seconde étape. La première étape, ça a été de la mettre en place. On va dire que voilà, on a à peu près vu ce qu'il fallait, mais on demande encore que d'autres viennent se rajouter avec leurs idées et tout. Et ça va être le travail numéro 2. C'est-à-dire que cette année, on va tâcher d'aller au-delà. J'ai à mes côtés Josiane Ducruet. Oui, bonjour. C'est ministre de l'Instruction. Moi également. L'instruction et la jeunesse, oui. D'accord, tout un programme. Alors qu'est-ce que propose l'État de Savoie à ce sujet justement sur l'instruction et sur la jeunesse? Alors en ce qui me concerne et le gouvernement, on a plein d'idées sur l'instruction pour pallier à ce qui se fait en ce moment. On va dire la problématique à l'heure actuelle, c'est vraiment d'informer la population, et surtout par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a une dérive dans les écoles, notamment sur le transgenre, le wokisme, l'éducation à la sexualité, et on voit que la plupart des parents ne réagissent pas. Donc, manque d'information peut-être. Manque d'information ou mauvaise information. Moi j'ai été dans des écoles, j'ai rencontré des parents d'élèves, des présidents d'associations de parents d'élèves, des directeurs qui m'ont dit mais attendez, l'éducation à la sexualité c'est bien, ça va former nos enfants à ne pas être des proies. Moi je leur ai expliqué c'était le contraire, puisqu'à l'école les enfants, on a tous eu des enfants qui nous disent ah ce qu'a dit la maîtresse c'est important. Au contraire, parce qu'on l'a vu à l'école, eh bien on sera des proies. Puis faire de l'éducation à la sexualité dans les maternelles, on sait que c'est pas le lieu, les enfants ne sont pas sexués. Et, moi je conseille à tous les parents d'aller voir les travaux d'Ariane Villeran, qui est psychologue et docteur en psychopathologie, et qui explique bien qu'à partir du moment où on confronte les enfants à la sexualité trop tôt, il y a une carence de rêves et de fantasmes qui fait que plus tard et très tôt ils sont obligés d'aller dans la réalité. Ok. Si moi je suis parent, j'ai un enfant à l'école
qui est scolarisé, qui a un peu plus que 5 ans, et que je veux contester cette manière de faire, que je trouve pas protectrice de l'enfant. Quelle démarche je dois faire par rapport à l'état de savoir? Alors par rapport à... c'est déjà de me contacter, parce que j'ai pas énormément... Alors dis-nous... Alors moi, me contacter, je peux donner mon adresse mail, qui est Josiane Ducruet, JOSIANE-DUCRUET, @protonmail.com. Okay. Moi, j'ai pas énormément de latitude, mais ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais encore refaire un appel à ce que les gens qui sont ici et qui ont connaissance d'enfants qui ont des difficultés, que ça peut être harcèlement ou de la violence, des parents qui ont des problèmes par rapport à justement l'enseignement, et puis ou des professeurs qui ne peuvent pas enseigner de la bonne façon, c'est de me contacter, qu'on fasse un petit peu des réunions de quartier et où on décide ensemble des actions à mener. D'accord. Okay. Voilà. Alors aujourd'hui, on est réunis à Perjussy. C'est pas une très belle journée, mais on va rester un petit peu au chaud. Mais on sera bien à l'intérieur. Ah oui, ça rassemble tous les constituants. Donc ça fait 1 an qu'ils travaillent là-dessus, et peut-être même plus pour certains. Il y a plusieurs groupes. Justement, au niveau de cette constitution, vous êtes inscrits, vous, pour protéger l'enfance. Qu'est-ce qui est prévu, inscrit sur le papier, qui va, dans les années à venir, avec la Savoie, protéger nos enfants à l'école? Qu'est-ce que vous avez prévu à ce moment-là? Alors, par rapport à la Constitution, ce qui est pour moi la Constitution, c'est aussi mobiliser un maximum de personnes, de plus en plus, qui prennent conscience qu'est-ce que c'est de prendre sa souveraineté, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que je veux comme pays? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Sachant que les enfants, c'est le socle d'un pays. Et qu'est-ce que je veux? Et aussi, à partir de ça, qu'est-ce que je mets en place? Et plus on sera nombreux, on sait de ce qui se passe dans le monde entier. On a voulu nous diviser parce que les mondialistes ont peur de cette réunion. Ensemble, on est plus fort. Et ensemble, moi j'ai entendu là en venant quelqu'un dire: ma fille est en institutrice en primaire, elle est très seule. J'ai dit à cette personne, on va en discuter. Elle est peut-être seule, peut-être pas autant. Il y a des parents peut-être qui vont l'aider. Et c'est par rapport à quelqu'un qui est en difficulté, comment on peut faire prendre conscience à l'entourage. Le regard qu'on a souvent de la souveraineté, c'est qu'on a l'impression que ça s'apparente souvent à un pouvoir. Mais en réalité, la souveraineté, les premières démarches de souveraineté, c'est d'abord personnel. C'est chacun d'entre nous qui devons l'affirmer dans différents cas de figure de la société. Donc aujourd'hui, apparemment, cette constitution pourrait remettre en adéquation la parole au petit peuple, qui souvent ne l'a pas, donc en phase de protection. Est-ce que tu le vois un peu de cette manière? Comment tu le traduis? Par rapport à la souveraineté, la souveraineté, c'est pour moi... on parle de liberté, mais c'est sa souveraineté intérieure, c'est-à-dire je prends la responsabilité. Ce qui m'arrive n'est pas la faute des autres, je suis partie prenante. Et comment? Je sais que je peux agir pour avoir une vie meilleure, pour que mes enfants aient une vie meilleure. Et ça, c'est une prise de conscience. Et je trouve que le fait des constituants d'avoir pris en main ceci, c'est très pédagogique. Parce qu'au départ, quand j'ai pris ces fonctions, je me disais comment pédagogiquement on va apprendre aux personnes à dire je ne remets plus mon pouvoir à quelqu'un, je garde mon pouvoir. Et je pense que ça, c'est une très bonne pédagogie, de réfléchir à ce que l'on veut. Beaucoup de personnes disent oui, mais je n'en ai pas les compétences. J'arrête pas de dire qu'on a tous des idées du bon sens et ça suffit. Il y a beaucoup de... Et les compétences, on les trouve après, elles sont là. Tout le monde a des compétences. D'accord. Et pour les enfants, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent s'épanouir dans l'école du futur, qu'ils puissent aussi avoir des parcours d'excellence. C'est-à-dire que quand ils auront trouvé leur voie, parce que ça aussi, on va leur apprendre à se connaître, à savoir ce pourquoi ils sont faits, et après leur procurer un parcours d'excellence sans compétition, avec des émulations. La compétition, ça divise. Donc, de l'émulation. Ok. On va voir comment va se dérouler cette journée sur les constituants. C'est particulièrement intéressant et j'imagine constructif. En tout cas, je te remercie, Josiane, de nous avoir accordé quelques minutes sur notre média. Et donc cet argent qu'on va générer par votre biais, on va s'en servir à titre de solidarité
dans quelques temps, s'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau juridique, avec des faibles moyens, etc., eh bien, on viendra les aider financièrement. Voilà. Comme ça, c'est pas... c'est ce qu'aurait dû faire normalement, fut un temps, le conseil juridique, puisque certaines personnes ont cotisé à des fonds en Suisse pour ça, et puis on s'est fait piquer tout l'argent, donc voilà, ça s'est arrêté là. Donc nous, on va essayer de reprendre le relais, et puis comme on n'a pas besoin de cet argent-là, hormis maintenant qu'on a investi dans la SODO, voilà, on va en faire profiter tout le monde. Voilà. Personnellement, mes collègues, on ne s'est jamais défrayé d'un centime depuis, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille pour la cause, et on n'a jamais rien réclamé, on paye nos carburants, nos autoroutes, etc. On n'a jamais rien réclamé, ça va continuer comme ça. Voilà, donc on a changé de banque. Et du coup, on nous a proposé d'avoir un TPE, donc un terminal de paiement. Et ce qui fait qu'à partir du mois prochain, à partir du 16 février, date de la fête de la Savoie, vous pourrez éventuellement payer par carte. Voilà, ça c'est un petit plus aussi. Et puis à partir du mois de mars, parce que là on vient de changer de banque, on n'y est pas encore, on y sera à la fin du mois, systématiquement par souci de transparence, vous aurez systématiquement tous les mois, lors de la rencontre, j'aurais sorti un relevé de compte de notre association. Ça devrait regarder personne, mais comme c'est votre argent, et puis que nous, on est plus que limpide, eh bien, vous aurez droit d'aller feuilleter les relevés de compte. Voilà. Il n'y aura que de la transparence. Donc, je parlais de l'aide financière juridique donc, qui arrivera. Ça sera une aide financière juridique, mais si des personnes ont des grosses difficultés dans leur vie de tous les jours, on essaiera aussi de les aider si on n'en a pas besoin au niveau juridique. L'entrée est toujours à 10 €. Par contre, si vraiment vous avez un souci d'argent momentané, etc., n'hésitez pas à nous le dire. On préfère vous voir venir gratuitement que de vous abstenir simplement parce que c'est un problème d'argent. D'accord ? Voilà. Ensuite, en contrepartie, les entrées seront payantes pour tout le monde, y compris donc les membres du gouvernement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les membres du gouvernement ne payaient pas l'entrée uniquement. Bien sûr, ils s'acquittaient de la restauration, de tout, mais les 10 € de l'entrée, on leur faisait cadeau simplement parce qu'ils passent beaucoup de temps pour cette cause et que, bon, décemment, c'était une petite contrepartie bien maigre, hein, je pense. Mais là, à partir de maintenant, comme c'est Rencontre Amicale Savoisienne qui va gérer tout ça, c'est plus le gouvernement, donc sauf certaines personnes qui font partie de l'assaut et puis qui sont des bénévoles qui viennent systématiquement nous donner un coup de main, à part cela, et encore, on leur dit, ben voilà, vous avez la possibilité de ne pas payer l'entrée. Mais si vous voulez la payer, vous la payez. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ils ont cette possibilité-là. Pour la fête de la Savoie, donc c'est le 16 février, donc il y aura un repas, comme à chaque fois. Le repas sera 20 €. Et j'avais pensé à un truc, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Je serais d'avis, éventuellement, de pouvoir faire payer la matinée de réunion. C'est-à-dire de demander 20 € pour le repas, point. Et puis ce jour-là, eh ben, voilà, les 5 € de réunion du matin, on laisse tomber. Comme ça fera un peu moins de frais pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, M. Bernard ? Il faut faire à la rigueur, on comptera le nombre de personnes, on multiplie par 5 €, puis tu payes. Nous, on s'en fout, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, systématiquement, voilà, ceux qui veulent faire des dons à l'association, vous savez que ça ne sera pas pour notre poche. Ça sera toujours pour partager avec des gens qui ont des problèmes financiers, etc.
Jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'occupais de vendre des articles. On a revendu les cartes de Savoie, etc. On a tout vendu à Damien, et c'est Damien qui se met à vendre ça. Donc tout cet argent-là ne rentre plus dans nos caisses. On aura la restauration et les entrées, et c'est tout. Voilà. Les salles sont réservées donc jusqu'à la fin de l'année. Tout est déjà cadré, c'est tout bon. Le 1er février, nous avons invité Étienne Chouard pour nous parler de la Constitution. Donc, ça sera à Dingy-Saint-Clair. Le matin, ça sera, on va dire, une petite formation entre Étienne et puis les constituants. Et puis à partir de 14h, on ouvre les portes à tout le monde, pour ceux qui voudraient le rencontrer, lui poser des questions, etc. Il fera une petite conférence sur des thèmes qui l'affectionnent particulièrement, et puis vous pourrez lui poser des questions en direct. Voilà, ça sera de 14 à 17h à peu près. Dingy-Saint-Clair, c'est à côté de Thônes, au-dessus d'Annecy. Tu peux redonner le nom, s'il te plaît? Dingy, D-I-N-G-Y, Saint-Clair. Mais vous avez, je mets systématiquement tous les panneaux là-bas, vous pouvez les photographier, et de toute façon, vous aurez, je pense, à la fin de la semaine, même avant, je pense que demain, je vous enverrai à tout le monde la conférence d'Étienne, et puis pour le 16 février, ça sera certainement à la fin de la semaine. Parce que bien entendu, quand c'est un repas, il y a obligation de s'inscrire, parce que là, on gère de l'alimentation, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc on vous prévient suffisamment tôt pour que vous ayez le temps d'y réfléchir, de vous inscrire, etc. Donc la journée va se passer comme ça. Une fois que j'en aurai marre de parler, je passerai le micro. Les personnes qui ont des difficultés, sachez qu'on a des outils, et cette personne, je la rencontre par Zoom la semaine prochaine, et j'ai bien l'intention de travailler avec elle et de pouvoir apporter des solutions à des enseignants ou à des parents qui ont des problèmes. Et on va trouver, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne s'expriment pas, mais qui ont cette volonté-là. Donc moi je vous demande de m'aider, parce que je pense que c'est urgent, et cette année il faut vraiment être dans la communication, dans la réflexion et dans l'action. Donc la souveraineté, c'est prendre ses responsabilités. On le voit dans les constituants, ce qu'ils font, mais je crois qu'à tous les niveaux, en tant que parents, grands-parents ou oncles, tantes, on doit le faire pour ses proches, mais pour l'ensemble des enfants qui vont être l'avenir de notre pays. Voilà, donc je mettrai une feuille avec mon adresse mail et mon numéro de téléphone, et puis n'hésitez pas à vous identifier pour que je puisse vous rappeler. Et je pense que je demanderai à Alain le listing des mails que vous, ceux qui ne sont pas là ce jour, et je ferai un petit récapitulatif de ce que j'ai dit aujourd'hui pour mobiliser les personnes. Donc je compte sur vous, et qu'on fasse de cette année vraiment une année très riche d'union et qu'on puisse aider nos enfants. Ils en ont bien besoin. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Revol, président du Conseil constitutionnel, qui a été mis en place le 18 novembre par le gouvernement de Savoie. Voilà, donc je vais faire un peu déjà vous souhaiter d'être là, vous remercier, et vous souhaiter bien sûr au nom du Conseil constitutionnel, de tous les membres, une bonne année et tous nos meilleurs vœux. Donc je vais faire les présentations. On va commencer par le vice-président, M. Michel Chaberteau. Voilà. Ensuite, qui est ici, Georges Murat. Monsieur Portigliati. Oui, vous pouvez tous vous approcher en fin de compte. Approchez-vous tous. Monsieur Charon. Merci, venez. Monsieur Biasi. Donc voilà une partie
partie de l'équipe, hein, d'autres n'ont pas pu venir. Bon, on se répartira un tout petit peu les tâches. Voilà, donc le Conseil constitutionnel est composé de 13 personnes. Combien de femmes? 2 femmes. Bravo, monsieur. Ouais, on ira peut-être vers la parité. Voilà. Donc l'équipe est là. Donc c'est créé. Au jour d'aujourd'hui, bon, on a du travail sur la planche. Les constituants ont déjà fait, bien sûr, un gros travail. Donc nous avons encore quelques petites choses à terminer sur des règlements intérieurs, sur des choses comme ça. Mais effectivement, sous la quinzaine qui vient, on peut vous dire que déjà, on prendra contact avec les responsables de constituants. On est là pour faire avancer la chose et non sur se taper dessus. Voilà, je pense qu'on s'est tous bien compris. La tâche est énorme, mais pas insurmontable, comme je le disais hier soir, sur le courrier d'échange. Voilà. Autrement, effectivement, donc, hormis le problème de règlement intérieur, nous allons devoir digérer 4 constitutions assez rapidement, hein, et c'est là, après, effectivement, nous allons nous retrouver pour les points à définir. Voilà. Bien, écoutez, moi je me présenterai en dernier, M. Portigliatti. Bon, c'est Daniel Portigliatti, je suis de Faverges. Ça fait 30 ans que je suis dans... 30 ans que je suis dans le mouvement savoisien, en gros. Hein, et chaque fois que je peux venir à une réunion, je suis là pour faire face, quoi. Et pour faire avancer les choses. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous, Murat Georges, de Challes-les-Eaux, Savoie propre ou Savoie buccale. Je milite depuis plus de 30 ans pour la Savoie libre, refaire un État. Mon père militait déjà avant. Et voilà, maintenant on y est, on est État de Savoie. Voilà, maintenant à Jérôme. Bonjour à tous, je suis Jérôme Biasi, je suis paysan à Barbera, j'exploite une petite ferme familiale. Ça fait 30 ans aussi que je suis dans le mouvement, cette année. Et puis on va y aller quoi, puis ça va y aller, et puis on va y arriver surtout. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Charon, je viens de Faverges. J'ai limité 30 ans à la Ligue savoisienne. Je suis passé de la Ligue savoisienne, qui a été instituée, à l'État fédéral de Savoie. L'État fédéral de Savoie, comme il n'avance pas pour moi, on m'a proposé de rejoindre l'État de Savoie. Voilà. Donc je suis venu avec M. Chabertot et M. Revol, et puis compléter la liste. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Michel Chiaberto, donc de Cruer, dans la Savoie propre. Donc moi je milite pour la Savoie, ça fait un peu plus de 15 ans, quoi, c'est pas vieux. Mais quand on m'a appris que la Savoie n'était pas française, donc j'ai fait des recherches et recherché. Et puis quand on cherche, on trouve. Et j'ai dit, bon, la Savoie, effectivement, elle n'est pas française, donc je dois me battre pour mon pays. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé des mouvements, voilà. Et voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Dans celui-là. Ah, ça suffit normalement, tu as le micro. Oui, non, mais il est en marche. Il faut appuyer sur le bouton. S'il est en route. S'il est en route, ça marche. Tu peux me connaître, il y a un petit bouton. Le souci technique. Oui. Et la technique. Tu sais ? Voilà, merci. Donc, en présentation
présentation, donc Jean-Pierre Vol. J'ai un combat sur la Savoie aussi d'une vingtaine d'années, bon, dans divers groupements. Je suis grand-père, j'ai deux petits-enfants déjà, dont l'aîné a 20 ans, deux filles, dont papa de 4 petits-enfants. Et je suis en activité encore partiellement artisan, ce qui va effectivement me permettre de me dégager effectivement pour prendre du temps pour la Savoie. À ce titre aussi, je précise, mon épouse fait partie effectivement du bureau. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, elle s'en excuse. Hein. Et donc elle est la secrétaire de séance, on va dire, pour faire tous les rapports de réunion. Hein. Voilà un petit peu sur mon parcours. Donc effectivement, on a été nommé depuis le 18 novembre. Hein. Et effectivement, la tâche, elle est là. Et je peux vous dire que sous la quinzaine, nous allons prendre contact, on va trouver du temps, et on vous remercie encore pour tout le travail qui est effectué par les uns et par les autres. Merci à vous. Je fais partie du groupe des constituants. J'avais 2 questions en fait. La première question qui peut-être qui ont un lien avec ce qui a été posé, c'est le rapport à l'éthique. Quel est vous en tant que sage, donc des gens qui sont engagés dans un combat depuis plusieurs années, qui ont des valeurs, dans cette nouvelle mission qui vous est confiée, quel est votre rapport par rapport à l'éthique, par rapport justement à le fait de vous engager sans compromission, j'ai envie de dire. Et la deuxième question, vous avez évoqué 4 constitutions à digérer, c'est le mot que vous avez employé. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces 4 constitutions? Quelles sont-elles? Et comment comptez-vous justement approcher? Quelle est votre méthode de travail justement pour vous positionner aujourd'hui en 2025 sur cette continuité historique qui est dessinée par cet enchaînement de constitutions, et par rapport à la nôtre, celle qu'on propose aujourd'hui, qui n'est pas terminée, on l'a dit, est-ce qu'elle fait partie des 4 ou est-ce que c'est une 5e que vous allez aussi pouvoir, dans cette collaboration qu'on va amorcer, qu'on va pouvoir ensemble travailler? Bon, déjà, je pense que vous êtes parti aussi au groupe sur plusieurs constitutions. Non, ce qui est pas, c'est ce que j'ai pu comprendre ce matin. Oui, alors, du groupe Père Jussy, effectivement, il y a déjà eu un socle, une constitution de 95, 96, c'est ça 80... Fédération de Savoie. 96, pardon. Voilà. Et une autre proposition qui a fusionné, effectivement, avec celle de Père Jussy, qui était partir d'une page blanche, pour le dire clairement. C'est ça. Alors, au niveau des constitutions, effectivement, le groupe de travail, ça sera bien sûr votre constitution. On a la constitution aussi, effectivement, à découvrir de la Ligue savoisienne. On a une petite constitution Paoli, effectivement. Et après, je crois, la 4e constitution, je ne l'ai plus en tête, mais enfin, donc on avait 4 constitutions. Oui. Voilà. Ce sont des constitutions du XXe siècle. Oui. D'accord. Voilà. Donc, au niveau du travail des constitutions, et effectivement, on refera le point par rapport à ce débat des constitutions. Mais en ayant effectivement déjà bien regardé votre constitution, qui est, on va dire, la dernière, en fin de compte, qui est partie d'une page blanche. Y a-t-il une question encore parmi là? Je voudrais peut-être... oui. Alors, je vais juste me poser une petite question par rapport à un pays. On va mettre la Constitution en tant que socle, c'est cela? Oui, bien sûr. Et ensuite, le Conseil constitutionnel sera, ou gérera, ou sa fonction sera toujours d'après la Constitution finale, on va dire. Hein. Donc là, on a parlé argent, etc., au gouvernement même, mais ça sera toujours d'après ce que la Constitution aura décidé. Okay, on est entièrement d'accord. Donc ça peut éviter peut-être les confusions de dire il y en a qui vont gagner tant, il y en a qui vont gagner tant. Est-ce qu'on peut déjà se dire on va mettre ça de côté parce que c'est la Constitution qui décidera? Non. Alors dites-moi voir.
Bonjour messieurs. Bonjour. Pascal Moine de Croisy. Moi je pose une question toute simple. Est-ce que la Constitution sera redoutée par les gouvernants? Parce que c'est tout le problème qu'on a actuellement avec les constitutions. Elles sont écrites par les gouvernants et ils ne les redoutent pas. Donc je pose cette unique question. Oui, effectivement, il est vrai que de ce côté-là, on a du travail, effectivement, il va falloir qu'on se mette d'accord. Le constitutionnel, effectivement, est pris effectivement entre les constituants, entre le gouvernement, mais à nous, effectivement, de travailler en bonne humeur et je dirais, en bonne intelligence. Non, la question a été, la Constitution est-elle écrite par le peuple ou par les gouvernants? Non, mais la Constitution, il faut savoir qu'en finalité, c'est le peuple qui va décider. Voilà, donc c'est le peuple qui décide d'écriture. Voilà. Mais est-ce que les gouvernants redouteront la Constitution? Pourquoi ils la redouteront? Parce qu'ils doivent la respecter. Oui, mais je ne vois pas où est le problème. Ça s'appelle la confiance. Quelque chose de beau pour la Savoie. Notre but à tous, je pense, il est là. Il n'est pas d'essayer de créer des polémiques. La Constitution, c'est la base d'une société. Ça devrait être comme ça. La Constitution ne doit pas être écrite par une seule personne et imposée à tout un peuple. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, dans ce que l'on veut créer, puisqu'on veut faire de cette Savoie un nouveau monde, un exemple pour la terre entière. Pas d'ego là-dedans, pas de couverture à soi, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de beau pour tout le monde, où tout le monde s'y retrouve. Donc il faut de l'union, il faut s'unir, il ne faut pas de division. Donc ne pas diviser, ça veut dire on aura besoin de personnes pour prendre les choses en main, faire des comités, etc., etc. Mais dans l'idéal, est-ce que ces personnes-là, elles ne seraient pas mises en place par le peuple, puisque c'est quand même le peuple qui est à la base de tout. C'est le peuple qui va créer la valeur marchande, qui va créer de la richesse dans ce pays, dans tout pays d'ailleurs. Le peuple, normalement, est à l'origine de tout. Aujourd'hui, il est bafoué partout. Donc, bannissons tout ça et faisons autre chose, construisons autre chose. Moi, je ne suis pas savoisienne, je ne suis pas née en Savoie, je suis savoisienne de cœur, il y a très longtemps que je suis ici. Mais je me bats pas. Je me bats bien sûr parce que je sais qu'il n'y a que dans la Savoie qu'on peut faire quelque chose de beau et de nouveau. Mais ailleurs dans le monde, on ne peut pas le faire. Nous avons cette chance, mais je ne sais pas comment vous dire. Il faut la saisir. Ne nous divisons pas. Faisons que le gouvernement provisoire, transitoire actuel, au même titre que les constituants dont je fais partie, sommes aujourd'hui provisoires, transitoires, tout ce que vous voulez. Faisons ensemble qu'on avance ensemble. Le Conseil constitutionnel, c'est pareil, il a été nommé par le gouvernement transitoire. Il a la valeur qu'on veut bien lui donner. Les constituants ont la valeur que le peuple veut bien lui donner aussi. Nous n'avons ici, chacun n'a aucune valeur. Il a la valeur de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, s'il est reconnu. On n'a pas d'autre valeur. C'est vrai que le Conseil constitutionnel, il aurait dû, sur le travail de notre Constitution, il est mis en place par le peuple. Tout est mis en place par le peuple. Pierre vous expliquera ça tout à l'heure. Mais c'est le but. Enfin, je ne sais pas, pour moi, personnellement, si vraiment on veut avancer, unissons-nous, ne commençons pas à dire ce qui est passé, le 2024, c'est terminé. On est en 2025. Faisons de 2025 quelque chose de beau pour nous, pour tous. Mon métier, c'est officier du ministère de l'Intérieur. Mais ici, je suis là en tant que personne privée, parce que tous les membres du gouvernement, à mon avis, sont des humains, et ils ont le droit, comme toute autre personne, de venir participer. Ils n'ont pas plus de voix qu'une autre, et je reprends ce que disait François, c'est un moment de transition. Et dans la transition, on ne peut pas... Enfin, c'est une utopie de dire il faut tout mettre carré tout de suite. Il est important de commencer avec des gens qui sont motivés,
pour aller vers la libération. Et en essayant les choses, on va s'apercevoir que certaines choses fonctionnent, certaines d'autres moins. Et le débat sur l'argent revient au même débat que tous les capitalistes. L'argent, l'argent, l'argent. Alors pourquoi, vous êtes avoir fait s'il vous plaît, salariale? S'il vous plaît. L'important dans la vie, c'est d'avoir de l'argent ou d'être heureux. Moi, je souhaite être riche de bonheur. Aujourd'hui, j'ai 1,50 €. C'est le secours populaire qui me nourrit. C'est des amis qui me prêtent de l'argent pour mettre de l'essence dans mon véhicule. Oui, je travaille pour le gouvernement. Oui, j'ai fait des actions. Vous avez vu des radars peut-être un peu cambriolés à droite à gauche. Ben, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais pour le futur, pour les enfants futurs, les miens et les autres. Toutes les générations qui arrivent. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'ai beaucoup donné à la France, mon uniforme le montre, j'étais aussi pompier, syndicaliste, secrétaire de CE. Aujourd'hui, on m'a mis à la porte de tout ça, et j'ai droit à rien. Pas avant 6 mois, ils ont décidé. Donc, restez bienveillants, s'il vous plaît. Oui, on a tous des retours de capitalisme en disant « ouais, lui, il va gagner combien ? Et lui, L'important, c'est que l'argent soit comme des coquillettes. Vous en avez suffisamment pour vous en servir. Mais ça n'a pas plus de valeur qu'une coquillette. Parce que quand vous n'avez plus rien à manger, vous avez un mode avoir plein d'argent. Vous verrez, les billets et l'or, ça ne se mange pas. C'est des grands chefs sioux. Des gens en lien avec la nature, le respect de là où on vit, de notre monde. Une bonne continuation. Je peux répondre parce qu'en travaillant sur la Constitution, on a évidemment prévu ce genre de choses. Et ce qui a été prévu et ce qui a été discuté, c'est que nous avons mis en place un référendum par le peuple sur toutes les questions, y compris celle de pouvoir destituer quelqu'un qui ne ferait pas son boulot ou qui serait mal intentionné, ou etc., ou corrompu, etc. Donc on a cet outil fabuleux, le peuple a cet outil fabuleux, et dans notre Constitution, nous l'avons mis en exergue et en avant fortement. Le référendum d'initiative populaire, le référendum à l'initiative de toute personne peut aboutir à la destitution. Destitution, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci. La destitution de toute personne ayant du pouvoir en savoir. Merci. Et je pense que c'est, pour peut-être compléter, enfin je ne veux pas non plus, mais je crois que dans la Constitution qui a été faite aussi, qui dit Bière, il y a des centres de contrôle mis en place pour cela, parce que en tant que peuple, on ne peut pas tout voir. Il y a des choses, bien sûr, qui se font voilà, à la vue de tout le monde, mais il y a des choses que nous ne sommes pas au courant. Donc, il va y avoir des centres de contrôle mis en place par le peuple. Alors après, on peut rentrer encore plus dans le sujet, mais qui, justement, vont pouvoir mettre à jour s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la Constitution. Voilà, c'est la Constitution qui devrait être la base, le socle du pays. Et c'est dans cela qu'on voudrait aussi vous amener tout à l'heure. Pierre va vous parler de cela. Mais en attendant, on va faire une petite pause. Je suis juste à l'initiative d'un média parce que j'ai pensé que depuis des années, la Savoie est en manque de médias, notamment sur la question du droit, sur la question savoisienne et notamment de souveraineté, tous ces sujets qui peuvent fédérer quelque part les Savoisiens. Alors on a une radio qu'on a créée, une radio-télévision, ça s'appelle Cœur de Savoie, radio-télé, que vous pouvez avoir prochainement sur Internet. Vous ferez juste cœurdesavoie.org.
Là, vous aurez les contenus sur lesquels on travaille régulièrement. L'intérêt de la chose, c'est de relever en fait toutes ces questions qui sont tenues un petit peu, pas au secret, mais d'une certaine manière cachées. Évidemment, on comprend le sens, la raison pour laquelle les médias ne font pas de leur travail aujourd'hui, en tout cas sur la question de la Savoie. Donc nous, on est là pour réitérer tout ce qui se passe au niveau du terrain, la souffrance des gens, des Savoisiens, mais pas seulement, des démarches administratives actuelles qui peuvent être entreprises, si vous voulez, ne plus payer d'impôts ou d'autres sujets beaucoup plus sensibles. Donc on est là aussi pour tout ça. Donc on a des studios, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez me contacter. Donc moi, c'est Bruno. Je connais certains visages ici que j'ai croisés pendant une bonne période. Donc vous me contactez. Et puis vous venez me voir si vous voulez mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Et puis donc vous pourrez donc regarder ces contenus de télé sur coeurdesavoie.org. Alors n'hésitez pas, vous aurez des contenus de toutes sortes, hein, parce qu'on fait des micro-trottoirs, on va vers les gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient d'en bas, et non pas ce qu'on nous vend en haut. Donc tous ces sujets qui peuvent fédérer les Savoisiens, on est là pour ça, on est en adéquation avec ce que vous défendez. C'est pour ça que derrière cette croix blanche de Savoie, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont effectivement des droits. Donc n'hésitez pas, venez vers nous, et si on peut, alors évidemment on est un peu saturé parce qu'on n'est pas nombreux, on est une toute petite équipe, la Savoie n'est pas grande, mais en même temps elle est grande, donc pour couvrir tout le territoire c'est compliqué, mais en tout cas on est là pour servir les citoyens de Savoie. Donc n'hésitez pas, vous venez nous voir, et puis on peut, si dans la mesure du possible, oui je vous écoute. Vous êtes passé où? Alors, ça c'est la grande question qui vient généralement. Vous imaginez bien que le sujet auquel on va aborder est sensible, donc on est obligé de protéger notre statut, et par là même, l'adresse, je ne peux pas trop vous la donner, mais en tout cas physiquement on a des vrais studios. Et parce que vous comprendrez que les sujets qu'on relève sont dérangeants, et donc on est obligé aussi de se protéger d'une certaine façon. Mais en tout cas, on est là pour les Savoisiens, en tout cas on est là pour vous servir. Alors soyez patients parce qu'on est déjà sollicité. Il faut qu'on conforte notre équipe. On a aussi besoin, alors là je lance un appel, on n'a pas de moyens financiers actuellement, on a des investissements à faire au niveau matériel, au niveau équipe. Donc ceux qui sont sujets ou qui sentent un besoin de nous rejoindre, ils n'hésitent pas. Imagine bien que le sujet de la Savoie, parallèlement à l'effondrement qu'on attend, va être un sujet grandissant, donc forcément ça va aller crescendo. Donc il y aura de plus en plus de gens, j'ai aucun doute là-dessus, qui vont se lier à ce sujet, et puis qui vont chercher à comprendre. Parce que pour l'instant, c'est vraiment une petite minorité des gens qui connaissent ce sujet. Pour la majorité, vous avez pu vous en rendre compte, j'imagine, en discutant de ces sujets, que c'est difficile de faire comprendre que le statut de la Savoie, c'est pas tout à fait ce que l'on veut nous laisser entendre, que le 73-74, en réalité, c'est et je dirais presque, la définition peut-être pas trop, mais indivisible. En tout cas, la Savoie n'est qu'une. Et donc, là derrière, ces Savoisiens, c'est 1 300 000 Savoisiens, ont des droits, et que nous sommes là justement pour réitérer ces droits et le faire savoir. Voilà, je vous remercie. L'histoire pour moi, elle a démarré il y a très longtemps pour moi, au moment de la Ligue savoisienne, parce que je me souviens d'avoir voté à l'époque pour Patrice. Et puis après, j'avais tellement de boulot que je m'en suis un peu délaissé de ces occupations-là. Et puis à la retraite, je suis entré en contact avec le 3S. Le 3S, le Sénat souverain de Savoie, donc qui me paraissait très intéressant parce que ce qu'il promouvait à l'époque, c'était quand même des très belles valeurs. Et j'avoue qu'il m'avait séduit ardemment. À la suite de ça, vu qu'il ne se passait pas grand-chose de mon point de vue, j'avais un peu mis de côté. Et puis quand j'ai appris que le 3S évoluant avait déposé une déclaration d'indépendance, là je me souviens d'avoir rencontré mon frère et d'avoir dit là il se passe quelque chose, on peut y retourner. Donc on est retourné voir. Et puis la surprise a été la suivante, c'est que c'était d'ailleurs à Métais. Et là, dans cette réunion,
la comtesse Catherine de Limbourg-Styrum a fait une demande pour que des membres du peuple en fait se mettent ensemble pour travailler sur une constitution. Et j'avoue que l'idée m'a séduite. Et de fait, j'ai réuni des amis et nous avons démarré un peu de manière bancale, parce qu'on ne savait pas trop à quoi on s'attaquait, à commencer à rédiger un semblant de trame, une espèce de fil directeur qui nous a permis d'approfondir petit à petit et puis de rentrer dans ce sujet qui est un sujet passionnant parce qu'il nous oblige à vraiment rentrer dans ce qu'on veut léguer, ce qu'on voudrait laisser pour nos enfants et nos petits-enfants. Et j'avoue que quand vous vous faites prendre par ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc ça a été la démarche et on a avancé depuis le mois de décembre 2023 et on a sorti un premier exemplaire de notre travail, une première version plutôt de notre travail en avril. Ensuite il y en a une autre en mai, une troisième en juin. Et à partir de cette troisième version de juin, la présidente du conseil, donc Catherine de Limbourg-Styrum, nous a mis en relation avec le groupe Cabane de Père Jussy, donc nous sommes dans son fief ici, et ce groupe avait fait également un gros travail en démarrant de la constitution proposée par la Ligue savoisienne de l'époque. Donc ils sont repartis de ce texte, et donc ce à quoi nous sommes arrivés en fin d'année, c'est un mixte de nos réflexions, de nos travaux, qui prend sa source, qui prend ses racines jusque dans les travaux de la Ligue savoisienne et qui ensuite ont été actualisés, parce que c'était une constitution qui datait de 1995, je crois. 96. Bon, ouais, j'étais pas loin. Et du coup, ça nous a permis comme ça de nous ancrer dans l'histoire et d'arriver à aujourd'hui à porter quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, d'actualité, parce qu'on a actualisé en fonction de tout ce qu'on a vécu, tout ce que vous avez vécu, tout ce que nous avons vécu sous le chapeau de la France et de l'Europe, etc. Donc ça nous a appris quand même des choses qu'on voulait plus, qu'on voulait pas. Et en partant de là, ça nous a redonné des idées très simples pour revenir aux choses basiques. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le début de la Constitution. Ce n'est que les premières pages, en fait, qui part de la base. La base, c'est le peuple, un territoire et des valeurs fondamentales. Ces valeurs sont très importantes parce qu'elles vont aider le Conseil constitutionnel à regarder si les lois qui lui seront présentées seront conformes ou pas par rapport à des valeurs, par rapport à des thèmes généraux. Je vous les présenterai tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous parler du peuple, puisque ça a été l'objet de grandes discussions pour savoir qu'est-ce que c'est que le peuple savoisien. Parce que maintenant, nous vivons tous ensemble, il y a 1 300 800 000 avec Nice, ça fait beaucoup de monde. Alors, qui peut prétendre à être savoisien, pas savoisien, étranger, pas étranger? Ça a été une grande discussion, j'avoue, et pas facile. D'ailleurs, le message que j'ai envie de vous passer déjà en général, c'est de dire que nous sommes dans la version 4 de la Constitution. Autant vous dire qu'il y en aura peut-être 10 pour arriver à quelque chose d'assez établi. Donc l'invitation que je vous fais aussi, c'est faites-nous part de vos remarques, faites-nous part de tout ce qui vous paraît étrange, bizarre, de tout ce que nous avons discuté, et en même temps qui mériterait d'être peut-être modifié ou sur lequel vous auriez une vision un peu différente. Donc voilà, ça c'est, on aura l'occasion d'échanger juste après. Mais tout d'abord, je vais quand même vous reparler de ce peuple de Savoie qui alors historiquement, qui existe depuis très longtemps. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, il y a eu récemment la découverte d'une momie
dans les Alpes italo-autrichiennes qui est daté de 5500 ans. Donc autant vous dire que les Alpes sont occupées depuis très longtemps. Et moi je parie que Otzi, parce que c'est le nom qui a été donné à ce monsieur, Otzi avait ses cousins, ses frères et sœurs qui étaient en Savoie. Et il y en avait. Et c'est sûr et certain que c'était déjà occupé. Donc voilà, nous sommes les héritiers d'une très grande lignée en fait, de gens qui vivent dans nos vallées. Et ça donne des caractéristiques particulières, parce que quand on vit dans ces montagnes qui sont d'un caractère un peu rude, un caractère un peu... tu dis quoi ? Trempé, humide. ça dépend des années. Non, ça donne un caractère, ça donne une culture qui va être un peu spécifique. Et ça, nous tenons vraiment à pouvoir le sauvegarder et à l'enrichir le plus possible, en sachant qu'on vient de passer une période qui, de notre point de vue, est une période faste. Et qu'il est possible que dans les années qui vont suivre, nous allons avoir à affronter des adaptations, on va dire, qui seront peut-être un léger retour en arrière, si on prend ne serait-ce que les énergies, de voir si le pétrole, il y en aura encore dans 50 ans, je ne sais pas. Mais il va falloir que l'on trouve. Mais le peuple de Savoie, le peuple savoisien, a toujours été un peuple très riche en créativité. Donc l'histoire a montré que nous avons été des précurseurs dans beaucoup de domaines, beaucoup de domaines. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver et qui fait partie des éléments de base de notre richesse nationale. Donc pour arriver à ce peuple, tout d'abord, c'est partir de l'idée que ce peuple est souverain. Alors souverain, ça veut dire que individuellement et collectivement, nous n'acceptons pas qu'il y ait qui que ce soit au-dessus de nous qui prenne des décisions pour nous. Ça veut dire ça, être souverain. Ça veut dire que je mène ma vie comme je l'entends, avec mes voisins, avec ma famille, avec tout ça, je suis d'accord, mais on en a ras-le-bol d'être mené par le bout du nez, par Paris ou par Bruxelles, par exemple, pour dire ce qui est aujourd'hui. Nous, on part de cette idée-là que c'est aux Savoisiens de décider de leur sort, de décider de ce qu'ils veulent pour leur pays, pour leurs enfants, et de voir comment ils veulent travailler, comment ils veulent s'organiser et comment ils veulent vivre dans leur pays. Ça, c'est le premier point qui est très important. C'est ce qui fait que quand on a voulu démarrer, nous, à travailler, on est parti du slogan qui nous a été proposé tout de suite, c'est de dire « La Savoie est souveraine, et son souverain est son peuple ». C'est que c'est le peuple de la Savoie qui est le souverain de son territoire, de son État, de son pays. Nous sommes partis de là. Ce qui veut dire que nous avons toujours mis dans nos travaux le peuple au centre de tout. Il n'y a aucune organisation qui ne soit pas contrôlée, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, organisée par le peuple. Et ça, c'est vraiment l'élément fondamental. Et nous ne nous donnons pas à une élite, nous ne donnons pas à une élite le pouvoir de faire quoi que ce soit dans notre pays. Même si nous avons besoin de compétences, ce qui est très différent, mais pas de, j'ai envie de dire, pas d'organisation, pas de trucs secrets qui seraient là et qui nous manipuleraient. On n'a pas envie d'être manipulé, on a envie d'être transparent. Donc, pour revenir à ce peuple, nous avons cherché à définir comment chaque personne qui vit en Savoie pourrait demander sa nationalité pour être savoisien. En sachant que pour nous, être savoisien, ça veut dire des devoirs, des responsabilités, et ça veut dire des droits. Et il y a un couple, à chaque fois, des devoirs et des droits. Et
Donc c'est pas si facile que ça de demander d'être savoisien. Ça veut dire qu'il va falloir être exemplaire, par exemple, qu'il va falloir défendre sa constitution. Donc pour cela, nous avons défini une petite règle très simple. Pour être savoisien, d'abord il faut le demander. Alors ça veut dire qu'il y a une demande personnelle d'engagement vis-à-vis de son pays et de notre pays. Et ça veut dire qu'il y a deux cas de figure que nous avons discutés. Alors, c'est toujours des discussions difficiles, parce qu'il y a toujours des cas de figure bizarres qui sont là. Mais le grand principe, c'est tout d'abord les personnes qui sont nées en Savoie et qui ont un ascendant né en Savoie. Il suffit d'avoir ça, c'est-à-dire que moi je suis né à Chambéry, mon père est né à Chamonix, de fait, je peux demander à être savoisien. Si je n'ai pas cette... on a souhaité avoir cet ancrage dans l'histoire pour que... c'est pas le fait... si vous êtes né à Annecy, ça ne fait pas de vous tout de suite un savoisien. Ça fera de vous un savoisien s'il y a d'autres règles qui viennent après. Mais si vous êtes né en Savoie et que vous avez un parent qui est né en Savoie avant vous, alors ça vous donne la longueur du temps pour pouvoir demander votre carte de savoisien. Vous aurez été de fait imprégné par ce pays. C'est un peu ça l'idée. La longueur du temps nous donne la possibilité d'être imprégné. Pardon, si c'est pas le cas? Oui, alors justement, j'y viens. Et si c'est pas le cas, mais c'est bien, c'est bien. Si c'est pas le cas, nous avons posé quelques conditions. La première des conditions, c'est d'avoir une résidence, alors soit une résidence principale, assurément, ou habiter au moins 9 mois par an dans la résidence en Savoie, et d'avoir cette résidence depuis 5 ans. Alors voilà, après on peut discuter, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais nous on a posé 5 ans. C'est une base de discussion, disons. Et puis il faut résider au moins 9 mois par an dans cette résidence, en Savoie. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un appart à Auger et que je viens 2 semaines dans l'année que je peux demander ma carte de savoisien. Je peux aussi demander si je suis propriétaire d'un terrain, parce que ça peut être le moyen qui me raccroche un peu à mon pays. Propriétaire d'un terrain, d'un bâti, ou d'être en location. Mais à ce moment-là, ça veut dire 5 ans. On retrouve cette date de 5 ans. Et puis l'autre truc qu'on a dit aussi, c'est que pour participer à la richesse d'un pays, il faut y travailler. Donc peut-être que d'avoir travaillé ou de travailler au moins 5 ans dans le pays, ça permet d'avoir dégagé un petit peu de richesse aussi au pays. Et là, on peut commencer à peut-être demander d'être savoisien. Donc travailler, habiter. Oui. Une question, les frontaliers. Ah, bonne question. Je ne sais pas. Ça va être à nous de le dire. Ça concerne beaucoup de monde. Et beaucoup de monde, surtout ici. Les frontaliers sont soumis à la double imposition, quand même. Oui, oui, oui. Donc ils contribuent aussi à la richesse. Oui, oui. C'est pour ça que ce genre de cas de figure, il faut les prendre en compte. Je suis d'accord. Alors nous demandons également à ce que, donc travailler au moins 5 ans en Savoie, pareil, c'est la règle des 5 ans qui s'appliquerait, de parler la langue de la Savoie, qui s'appelle le français, qui est notre langue, et de prêter serment devant la Constitution. En fait, prêter serment de respecter la Constitution qui sera celle du peuple de Savoie. Donc à ces conditions-là, vous pourrez, nous pourrons, les gens, et nous souhaitons être le plus nombreux possible, acquérir la nationalité savoisienne de la Savoie. Ça veut dire que ceux qui ne remplissent pas ces conditions-là, soit ils attendent, parce que c'est 5 ans, soit ils attendent un petit peu, et puis ils arrivent à 5 ans, puis ça, c'est bon, soit ils sont quoi? Ils sont étrangers.
Donc on va rester avec un statut savoisien et étranger. Et les étrangers, ben, dès que les conditions seront requises, pourront devenir savoisiens. Parce que l'incidence aussi qu'on a perçue, sans pouvoir le détailler aujourd'hui évidemment, c'est que d'être savoisien, ça va nous donner, comme je disais, des droits et des devoirs. Et dans les droits, il y aura certainement, il faudrait qu'il y ait des petits avantages, type fiscaux, type sociaux, pour que voilà, les gens qui sont de ce pays et qui travaillent, et qui y croient, ils aient un retour de leur pays. Et puis les étrangers qui passent ou qui sont là ou qui ne souhaitent pas. Parce que en discutant avec pas mal de monde, on s'est aperçu qu'il y avait des Français parmi nous, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup, qui se revendiquent parisiens, normands, bretons, de toutes les régions. Et quand on leur dit, et la Savoie, vous êtes là depuis 20 ans, ça ne vous parle pas d'être savoisien? Non, non, moi je suis toujours normand, je suis toujours breton, et donc je ne vois pas l'intérêt de me déclarer savoisien alors que mon cœur est toujours en Normandie, par exemple. Donc ben, respectons ça et faisons en sorte que ces gens-là, ben, ils seront considérés, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans mon vocabulaire, hein, étrangers, mais en même temps, ils auront une carte de séjour avec une durée limitée ou une possibilité de transformer ça dès qu'ils le souhaitent, mais une distinction, donc il y aura vraiment une distinction entre les Savoisiens et les autres. Et pourquoi c'est important? Regardez ce qui se passe en Kanaki aujourd'hui. C'est exactement le même cas de figure. En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y a 40% de Kanaks et il y a 60% de Français de colons. Donc ça a été facile à la République française de dire, bah, maintenant, 60%, il n'y a plus de problème Kanak. Oui, sauf que les Kanaks, ils ne sont pas d'accord. Et quand on regarde les textes de l'ONU, bah, l'ONU ne peut que reconnaître et les peuples autochtones qui étaient là, et ils ont été envahis, ils ont été colonisés, bah, ce n'est pas une raison pour leur supprimer toute leur histoire, tout leur passé, toute leur culture. Donc nous sommes dans ce même cas de figure. Ça a été dit souvent que la Savoie est un pays colonisé par la France, un pays qui a été vendu pour des sombres manœuvres politiques italiennes, mais qui a été vendu à la France en contrepartie d'une armée qui est venue mettre les Autrichiens dehors. Pas que. C'est un échange avec la Lombardie. Oui, pas que. Mais disons que on peut percevoir que nous sommes globalement quand même colonisés. Mais en même temps, personnellement, je trouve que nous avons vécu une période de richesse, une période de développement qui a été forte, et c'est aussi grâce à cet apport. Il ne faut pas le méconnaître. La destruction était faite avant. Hein. Oui. Alors, oui, on va pas refaire l'histoire, mais vous avez raison. Il suffit de regarder les recensements en Savoie pour s'apercevoir des saccages qui ont été faits. En 1860, il y avait 550 000 Savoisiens. En 1918, il n'était plus que 416 000, je crois. Enfin, ça avait baissé un petit peu avant, parce qu'il y a eu plusieurs impacts. Mais les guerres ont fait beaucoup de mal en Savoie. Donc ça, il faut le savoir qu'il a fallu beaucoup de temps pour récupérer. Et grâce à ces apports extérieurs, parce que c'est pas que la France, ça a aussi été l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il y a eu beaucoup de monde à venir dans notre pays. Parce qu'il y avait du travail, parce qu'il y avait du tourisme. C'est vrai que ça nous a requinqués, et en même temps, ça nous a dilués. Donc aujourd'hui, je ne connais pas les statistiques précises, je ne sais pas si, Georges, toi, tu les connais peut-être. On a aujourd'hui une souche savoisienne, à peu près à 280 000 habitants sur les deux départements. D'accord. 280 000 habitants souches. Et ça, c'est la division de la République française qui a été organisée pour envoyer les gens au casse-pied. En 18, 45. Exact. Et dès 1870, ça avait commencé. Donc, voilà, pour parler
de cette dilution du peuple, moi ce qui m'avait intéressé, c'est que l'ONU précisait justement que c'était au peuple autochtone de prendre en main et de dire qu'ils réimposent finalement leur vision de leur pays. Alors aujourd'hui c'est un peu loin, j'avoue. Nous avons la chance, moi je suis allé voir ça, si vous vous passionnez pour ça, allez-y. Il y a eu un recensement qui a été fait en 1861, qui est très précis. Dans chaque commune, toutes les familles qui habitaient là ont été recensées et on trouve, c'est individuel, donc vous avez les parents, les enfants, vous avez tout est écrit. C'est très, leur profession, etc. C'est très riche. Et vous pouvez, comme ça, si vous savez dans quelle commune étaient vos ancêtres, vous pouvez voir si vous étiez, qui ils étaient et si vous étiez bien originaire encore en Savoie en 1861. Donc ça, c'est un élément à connaître. Donc pour revenir à nos Savoisiens, je vous ai dit tout à l'heure que notre constitution a été centrée sur le peuple. Ça veut dire que c'est à partir de nous, moi je me considère comme faisant partie de ce peuple évidemment, c'est à partir de nous que tout doit partir et tout doit arriver. Donc cet élément-là, il est central. Et dans notre dispositif tel que nous l'avons imaginé et conçu, forcément ça vient prendre le cœur. Le cœur du système, c'est le peuple de la Savoie. D'accord ? Donc ensuite, nous avons mis un certain nombre d'articles. Bon, je ne vais pas les passer tous en revue, ça serait très fastidieux. Mais en gros, ça dit que on peut très bien, un Savoisien qui aurait sa carte, et puis s'il n'en veut plus, il peut la restituer. Voilà, c'est possible. L'âge de la majorité, il est toujours à 18 ans. Il nous a semblé que c'était un âge correct. Donc on l'a gardé. Et puis un certain nombre de choses, par exemple que la capitale de notre pays, c'est Chambéry. Elle est historique et puis c'est pas plus mal. Il y a un grand château qui demande qu'à être occupé, d'après ce que je sais. Le drapeau, le voilà. Nous avons précisé que le système métrique était notre système. C'est-à-dire qu'on ne rétablit pas des anciens trucs. On reste... ça a tellement pris d'importance que forcément le système métrique aujourd'hui, il est super important. C'est d'ailleurs le système métrique de la France et qu'ils ont volontairement noyé dans le poisson pour appliquer par exemple des panneaux de vitesse. Normalement, il devrait être mentionné l'unité de mesure. Il n'y a pas. Et il n'y est pas. Il veut dire que tout panneau de vitesse aujourd'hui affiché sur le bord des routes, c'est en mètres. Ah oui. Donc 70 km/h, ça fait 252. On a tous des fusées. Ok. L'hymne. Alors, le peuple a un hymne. C'est vrai que c'est les allobroges. Alors, en Haute-Savoie, c'est les allobroges. Et j'ai découvert récemment, là, en le chantant avec vous, qu'il était appris à l'école. Alors que moi, j'ai jamais appris à l'école. C'est arrêté en 68. Mes enfants, ils ont appris à l'école primaire. Ouais. Mais c'était en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, oui, à Saint-Choix. Alors, voilà. Ça s'est arrêté en 72 dès que Valéry Giscard d'Estaing a pris l'école. C'est les maîtresses qui l'ont poursuivi. Qui ont poursuivi, voilà ça. Parce que moi, on m'a jamais appris les allobroges, donc c'est pas un chant que... Non, les petites écoles, je sais pas trop. Par contre, on a appris la Marseillaise. Ah bon? Moi, je l'ai pas appris non plus. Ouais, j'ai appris la Marseillaise. Et la Marseillaise, elle est contre la Savoie. Sur la vallée faite contre la Savoie. Ah ouais? Ah, je savais pas. Et sur la vallée de Bouège, tout ce région-là, on apprenait le patois, qui était le même du haut du Valais, le même du haut de Haus. Avec des échanges entre les trois régions, pour les collégiens et les primaires. Super. D'ailleurs, il y a une académie d'arbitrage. Ah oui. C'est quoi? Oui.
compliqué parce que ça nous paraît un peu marginal, mais si vous souhaitez que nous le mettions, c'est facile de le mettre. Quelque chose qui n'est pas marginal du tout, c'est le savoisien qui est à l'origine de la langue française. Oui, oui, ça c'est ok. Et c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est plus de savoir. Ah, ça y est, tu y es? Oui. Oui, si je puis me permettre, Josiane avait proposé, en tant que ministre de l'Éducation, de l'instruction, merci pour la rectification, d'intégrer, d'insérer l'art Python dans l'apprentissage. Oui, donc ça c'est à discuter. C'est pour ça que je m'y colle avant. Si je le demande, je commence par moi. Là, ça, ce sera à inscrire dans la Constitution. Oui. Ok. En tout cas, nous, on a plutôt écrit que c'était le français notre langue officielle. Ceci étant, on peut très bien inscrire aussi que l'art Python est notre langue traditionnelle, historique, ou je ne sais pas quel terme employer. Le concept même de province nous paraît essentiel quand on veut revenir en proximité entre la population et les instances telles qu'elles sont prévues avec assemblée et avec collège. Oui. Juste une question par rapport aux provinces. Oui. Est-ce que chaque province aura une sorte de parlement représentatif du peuple? Oui. Et puis est-ce que, parce qu'elles auront chacun leur particularité, j'entends la parenthèse, de Chablais, les besoins sont différents. Oui, absolument. Alors ça, je le développerai en fin de journée. Parce qu'on reparlerait de l'organisation des pouvoirs. Alors, derrière ce mot pouvoir, c'est justement quelles assemblées, quel petit gouvernement en province. Mais pour nous, la clé, c'est vraiment chaque petit État, chaque province est un petit État. Et ces petits États qui s'occupent des affaires très locales et très proches créent ensuite une confédération, ils se mettent ensemble, les 6, les 7, pour arriver à faire une confédération dans laquelle on emploie le terme confédération parce que c'est le terme qui permet de limiter les pouvoirs qui sont donnés à cette confédération. C'est-à-dire on parle souvent de fédération, mais fédération ça veut dire qu'on donne tous les pouvoirs à cette instance supérieure. Or, c'est pas notre choix. Notre choix, c'est de dire toutes les prérogatives sont au niveau de la province et que quelques prérogatives remontent au niveau de la confédération. Mais ça, je vous en parlerai en fin de journée. Tout dépend comment on veut organiser la décision de l'État au niveau. Oui, c'est ça. Répartir les pouvoirs. Il y a des sujets. Ouais, il y a des sujets qui sont naturellement en haut. Et puis, régalien, voilà, c'est ça. Et puis il y a des sujets qui sont eux naturellement proches. Donc il faut qu'on arbitre, voilà. Après, nous c'est des propositions. Oui. Non, on a un truc là qui me chagrine quand même parce que quand vous allez au conseil municipal d'Annecy, par exemple, tu auras, mais tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tu regardes, tu fermes ta gueule. Créer un conseil municipal à Annecy, il y aura, pour nous, chaque commune a son conseil communal. La question va être, pour toutes ces grandes agglomérations qui se sont constituées depuis, comment elles se fractionnent et comment elles s'articulent entre elles pour arriver à rester proches des habitants. Parce qu'en fait, c'est ça notre souhait. C'est la proximité que l'on veut. Parce que actuellement, le conseil municipal à Annecy, parce que moi j'ai été souvent et j'ai ouvert ma gueule, c'est pour certains ça porte mais c'est pas grave. C'est là-bas, tu regardes et tu fermes tes gueules. Tu n'as même pas le droit de prendre un dire quelque chose ou quoi que ce soit. Et moi j'ai vu les conseils municipaux, ça chauffe les maquettes. Mais voilà, il faut savoir si c'est un conseil municipal à Annecy, avant de. Je sais pas. On parle des conditions françaises, je vous rassure. Demain, il y a des conseils municipaux. Mais en gros, on a quand même défini que quand on est savoisien, on a d'abord des devoirs, des responsabilités, et ensuite on a aussi des droits. Mais nous tenons à rétablir la hiérarchie des choses. Et que être savoisien,
Ça veut dire un certain nombre de choses. Et en particulier, on a mis en tout premier être exemplaire à respecter leur constitution et ses articles. Voilà. Ça, c'est le premier des droits, enfin pas des droits, des devoirs que chaque Savoisien s'engage à respecter. Ensuite, le deuxième élément important pour nous, c'est respecter toute forme de vie. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui est magnifique en termes de nature, de biodiversité, de mettez tout ce que vous voulez. Nous avons l'impérieuse nécessité, et c'est plus qu'une nécessité, c'est le devoir profond de transmettre ça à nos enfants et de le sauvegarder le plus possible. Or, aujourd'hui, on voit tellement de choses qui dénaturent, le mitage qu'il y a. Alors, en Haute-Savoie, quand je viens, moi je prends peur, hein, parce que heureusement en Savoie c'est moins fort. Mais il y a vraiment des trucs, on se dit comment c'est possible qu'on accepte ces choses-là. Il y a bientôt plus de terre agricole. Pour information, la Haute-Savoie, c'est 6500 mètres carrés de terrain qui partent à la construction. Donc c'est énorme. Par jour, par mois. Chaque mois, c'est 6500 mètres carrés qui partent à la construction. Non, c'est pas beaucoup. 6500 mètres. Ça fait l'équivalent d'un hectare. Par mois, c'est des un hectare. Tu veux dire des hectares peut-être? Oui. T'as un chantier qui démarre par semaine. 6500 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Enfin, je sais que c'est 6500. Non, c'est plus que ça. Ça fait 4 maisons. Alors c'est moi qui me dis ça doit être en hectare. Oui, vous ne savez pas, aux entreprises du bâtiment en 2024, 40% ont fait faillite. Oui. Donc ça ne doit pas s'y construire que ça non plus. Ouais, ça a dû ralentir un peu. Ça a même très fortement ralenti. Il n'y a plus les... Oui. Ça peut être ça s'arrête, mais c'est pas plus mal. Après, ça crée des problèmes de logement. Hein. Ça, ça, de toute façon, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Ils préfèrent construire des bâtiments où c'est des bureaux, futurs bureaux, oui. parce qu'ils veulent mettre dedans, puisque les gens travaillent en télétravail. Le bâtiment vide. Ouais. Et puis il y a aussi, de mon point de vue, moi qui suis plus loin, je vois l'emprise de Genève. Quoi. Ça dégueule. Par contre, du côté Savoie, Maurienne, etc., le problème est différent parce que ce que l'on ne voit pas, c'est fait en haut. C'est encore l'exode. Ça ne pas que, mais ce qui est fait en haut au niveau des constructions, c'est dans les stations. Oui. Et là, c'est... Ouais. Ben, il va falloir remettre tout ça d'aplomb. Alors, on en parlera un peu plus tard, parce qu'on a aussi réfléchi justement sur les questions de permis de construire, etc. Parce que c'est notre problème. Et derrière ce problème-là, pour nous, le plus important, c'est le problème de nos terres agricoles. Parce que, quelque part, moi, j'ai cette crainte au fond de moi, me dire, si on arrivait à ce que la Savoie devienne libre, on ne va pas avoir que des amis autour de nous. Donc on les voit faire. La première chose que ces faux amis font, ils font des embargos. Ils ferment. Regardez ce qui s'est passé avec la Russie. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, on a mis de côté. Excuse-moi, je voudrais apporter une petite précision que j'ai entendue il y a quelques semaines en arrière, je ne sais plus, un de mes amis qui l'a dit. Au cours d'une réunion préfectorale il y a quelques années en arrière, le préfet a déclaré que la Savoie n'aurait jamais son indépendance alimentaire. Voilà. Le programme il est tracé, ils veulent la mort de la Savoie, ils veulent nous détruire, donc il faut vraiment tenir compte de cette vérité. Pour ça qu'ils nous bétonnent. Moi, comme je dis ici, nous sommes le Tibet de la France, où ils veulent nous faire disparaître, sachant qu'on est vachement dangereux pour eux, avec notre indépendance, un truc comme ça, ils nous coulent sous le béton, ils envoient des milliers de gens qui arrivent chaque jour, parce que la Suisse c'est le miroir aux alouettes, ils veulent nous faire disparaître, tout simplement. Voilà. Oui, mais ça me fait exactement penser au Tibet, comme tu disais. Aujourd'hui, si vous parlez du Tibet, les Chinois disent mais il n'y a aucun problème de Tibet. Le Tibet, c'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% de Chinois qui habitent au Tibet. Les Tibétains, ils ont disparu. Et là, c'est un peu la même chose. On est un peu plus de 20%, mais bon, il faut quand même se méfier. Se méfier que derrière, on n'aura pas que des cadeaux, hein, c'est sûr. C'est pour ça que quand on voit... de tous les côtés, ça sort de tous les côtés, voilà. Et donc, on n'arrivera pas. Donc, ça demande un cheminement intellectuel et pratique qui va changer beaucoup de choses.
Et que de fait, ça risque de couiner dans les chaumières. Mais c'est vital, si on pense à nos enfants et à nos petits-enfants, on ne peut pas en faire d'économie. Libéré. C'est une connerie. Voilà. Non, c'est pas une connerie, c'est délibéré. Ben, vous savez, c'est une anecdote, mais à Aix-les-Bains, il y avait un monsieur Garin qui était un producteur maraîcher bio pendant 50 ans, je ne sais pas, au moins. À la fin, il est arrivé à la retraite, il a donc dû vendre son truc, séparer pour ses enfants, etc. Et en vendant, il avait eu la garantie que la mairie ne construirait jamais de bâtiments sur ces terres biologiques, qui étaient d'une productivité fabuleuse. Ben, ça y est, elles sont vendues à des promoteurs et ça va se construire des immeubles dessus. Et on a bousillé des hectares de maraîchage, de terres de maraîchage. Ben, on devrait, nous, réagir. On devrait réagir, oui. Je sais. Rappeler simplement qu'en Savoie, au temps de mes grands-parents, simplement, dans chaque village, ils cultivaient le chanvre, le seigle. Ils faisaient aussi, avec le chanvre, ils faisaient les cordes, il y avait une autonomie, ils faisaient les toits. En chanvre, bien sûr, c'était la farine, c'était tout ça. Donc, à 800 mètres d'altitude, dans un village où j'ai grandi, il y avait du chanvre, du seigle. Donc, l'autonomie, c'est... oui, ne pas oublier aussi tous les céréales en guise d'autonomie. Et on a une terre en Savoie, enfin Savoie 73-74, largement féconde pour être autonome. C'est juste que c'est le fond des vallées où il y a les terres cultivables et qu'aujourd'hui ce sont les fonds des vallées qui sont détruits, qui sont bétonnés, qui sont faire des routes, des trucs, et voilà, on tape dans nos terres. Parce que c'est plus facile. Hein, c'est plus facile d'aller construire dans un champ que d'aller dans les cueillis, dans les cailloux. Et là, il n'y a plus personne. Bon, il faut que j'avance, on dit qu'il faut que j'avance. Juste une petite chose aussi. Le sujet est super intéressant. Pour effectivement sauvegarder les terres, il faut peut-être aussi réfléchir aux successions. Oui. Parce que dans les successions, quand on est obligé on a une ferme, eh ben, on ne peut pas la transmettre parce qu'il faut la séparer pour faire hériter tout le monde. Et il y a peut-être une réflexion à avoir sur l'héritage. Alors c'est pour ça que nous avions proposé cette histoire de bien commun. C'est-à-dire que là, toutes ces terres-là, alors ça va faire couiner, mais elles n'appartiennent plus ou sont dédommagées les familles qui les possèdent. Par contre, après, elles sont remises tout de suite en location, j'allais dire, pour une lèvre savoisienne par an, symboliquement, avec un cahier des charges, qui pourrait être un cahier des charges biologique, qui pourrait être, voilà, qui permettrait d'avoir un win-win, quoi, je ne sais pas comment dire, gagnant-gagnant, un échange productif où on puisse avoir l'assurance d'avoir des produits qui nous conviennent grâce à nos agriculteurs qui sont super, et puis qu'eux ils puissent avoir la durée. Et plus de GM. Et, oui. Et puis surtout permettre aux jeunes de pouvoir s'installer. Aujourd'hui ça coûte trop cher. C'est ça. C'est ça. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait le foncier qui vienne se mettre là-dedans. Le foncier, ça vaut une fortune aujourd'hui parce que c'est en concurrence avec l'immobilier. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on est à Père-Jussy et j'ai à côté de moi Dominique. Dominique qui est là, qui va se présenter elle-même d'ailleurs, parce que je crois que vous avez un sujet assez protecteur. Donc je vous laisse vous présenter. Eh bien, merci pour le temps de parole. Pour réellement donner ce temps de parole, je le voudrais consacrer à la souveraineté sur la santé. Un sujet. Mais un vaste sujet, parce que je pense que beaucoup de peurs aujourd'hui sont liées à ça. Comment je vais prendre soin de moi, ou comment le flou, un peu flou. Comment vous traduisez la souveraineté de la santé à l'heure actuelle, aujourd'hui? C'est une prise de décision personnelle. Ma santé, mon choix. C'est vraiment à moi de décider
tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai posé des actes qui m'ont conduit à ça, et c'est merveilleux parce que quand je prends conscience que où j'en suis, c'est des actes que j'ai posés, j'ai aussi conscience que pour en sortir, c'est des actes que je vais poser pour faire le cercle et retrouver la santé parfaite. Donc ça, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est bienveillant tout ça. C'est bienveillant, c'est mon parcours. Hein. Je suis passée par là, j'étais en bonne santé, je suis tombée malade, j'ai fait confiance aux médecins pendant beaucoup d'années, j'ai vécu 4 ans de descente aux enfers, et quand je me suis remise debout et je me suis reprise en main moi-même, j'ai retrouvé la santé. De quelle manière vous avez pu vous reprendre en main? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ou... Une prise de conscience avec l'aide aussi d'une, je dirais, avec l'aide de Dieu, parce que réellement c'est la lumière. Part de spiritualité. Ah, c'est la spiritualité qui m'a sortie de là. Et si ici nous sommes en Savoie, c'est bien justement pour faire le lien que sa voix, elle est là. Et si chacun d'entre nous peut écouter sa voix, il nous guide chacun pour retrouver, je dirais, d'abord notre pleine santé, nos pleins potentiels, et pouvoir accéder à, je dirais, l'entière liberté de ce que nous sommes et de nous remettre en conscience et debout et d'agir pour le bien. Donc vous remettez au centre l'humain, le vivant en fin de compte. Et oui, justement, et les pouvoirs du vivant. Nous sommes merveilleux. Nous sommes tous, autant que nous sommes ici, des êtres absolument merveilleux parce que nous avons tous ce pouvoir absolu, en écoutant la petite voix à l'intérieur, celle qui nous guide, de nous mettre debout, de faire nos choix, de prendre nos décisions et tout ça dans le respect du vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la bascule. Le respect du vivant sous toutes ses formes. Et moi, j'en fais partie, la nature en fait partie, et mes frères et mes sœurs en font partie. Et justement, comment réagissent les gens lorsque vous leur parlez de tout ça, spiritualité, de bienveillance, comment en général les gens... Ceux qui cherchent ont les oreilles ouvertes, et j'ai envie de dire que même ceux qui ne cherchent pas, d'une manière active, tout le monde, on a en soi le fait que derrière le voile il y a autre chose, que nous ne sommes pas que la matière, nous sommes la matière et la spiritualité. Et aujourd'hui c'est le temps où il y a cette petite peau qu'on peut crever là entre les deux pour relier la matière et la spiritualité. Et un être uni, c'est celui qui connaît son être dans la matière et qui est relié à sa spiritualité. Et c'est ça qui fait la souveraineté. D'accord. Quelle place alors la Savoie tient dans ce raisonnement, dans cette façon d'être pour vous? Quelle place elle a, en fin de compte? Oui, quand j'ai lu le préambule de la Constitution de la Savoie il y a 5 ans, j'ai pleuré. J'ai réellement pleuré et c'est ça qui m'a fait venir ici parce que j'ai vu que c'était un territoire où ça allait être possible, mais pas par le haut, enfin pas seulement, et j'ai envie de dire pas par le haut, par le bas, par le fait que chaque être ici va avoir la possibilité, grâce au cadre qui va le permettre, de mettre le vivant au-dessus de tout, au lieu de la corruption, du chantage et de tout ce qui mène le monde. Une perte de valeur généralisée. Exactement. Dans tout ce que vous dites en réalité. C'est ça. Donc c'est peut-être un peu pour ça que les sociétés aujourd'hui sont un peu déstabilisées, ou même plus que ça d'ailleurs, même pour certaines en perdition, parce qu'elles n'ont plus de point de repère. Vous, en fait, vous remettez des paramètres, des choses de bienveillance qui permettent aussi de redonner un équilibre à l'humain, au vivant. L'équilibre, parce qu'aujourd'hui, les élans de bien, ils sont là, dans tous les cœurs. J'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes, et pas que ici en Savoie, parce que là, ce dont je parle, c'est le cœur de l'humain, qui vit les mêmes aspirations partout sur Terre, où qu'il soit. Hein. Mon discours n'est pas nationaliste, c'est vraiment un discours humaniste, et ce que je dis s'applique à tout le monde sur Terre. Mais ici, vraiment, ce cadre va permettre que chaque être humain puisse le faire, parce qu'aujourd'hui, la bienveillance, enfin toutes les valeurs sont empêchées dans le système tel qu'il est. Et aujourd'hui, ce cadre va pouvoir permettre à chacun de le vivre sans être réprimé. Et c'est ça la grande différence. Vous ouvrez une porte de liberté sur la réflexion, sur la foi, la bienveillance, enfin sur plein de choses en fin de compte. Ce qui n'est plus forcément, enfin c'est permis dans le sens où
ils s'autorisent à nous laisser penser que ça peut être permis, mais en réalité, beaucoup de choses sont verrouillées sur ces sujets. Et vous ouvrez vraiment la porte. Et tout ce que l'humain a envie de vivre de beau, de grand, de solidarité, de partage, d'échange, de bien commun, de gratuité, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va être possible. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de la Savoie par rapport à la Constitution, mais même au-delà, sur l'avenir de la Savoie? Qui sait, peut-être que dans les années qui viennent, sachant que forcément on va vers un effondrement massif, c'est plus un secret de le dire, mais qu'est-ce que la Savoie peut apporter pour vous? Ce que moi personnellement je n'attends rien, puisque quand on agit on n'attend plus. Voilà, c'est la différence. La posture de souverain, c'est qu'il n'attend pas, c'est qu'il agit pour y contribuer d'abord. S'applique à soi-même. Voilà, exactement, et d'abord. Et c'est la somme des souverainetés qui fera qu'on y arrivera. Mais pour moi, ce que cet État peut devenir, c'est un endroit où justement la liberté a une raison d'être, est une réalité et pas seulement des mots, et où chacun va pouvoir faire sortir et émerger le plus beau et le plus créatif de soi. Parce que quand on vit dans la peur, dans la contrainte et qu'on ne sait pas si on aura la fin du mois et qu'on pourra nourrir sa famille, on ne peut pas être ni créatif ni libre. Oui. On est juste esclave et souverain pour des raisons financières. Sociale, en fin de compte, tout ça, donc le fait que l'État puisse permettre de vivre dans cette, non plus dans la peur du lendemain, la peur de ne pas y arriver, ça va libérer absolument la créativité et toutes les belles idées de tout le monde. Parce que quand je parle aux uns et aux autres, les solutions en tout point sur tous les sujets existent. Ça va, cette liberté, le fait de se poser, de ne plus vivre dans la peur, va permettre au meilleur de chacun de s'épanouir. Quel cadre vous souhaiteriez pour la Savoie? Comment vous la verriez, par exemple? Supposons que demain on soit libre. Comment vous la verriez, vous? Quelle Savoie vous souhaiteriez cadrer la chose? Au niveau de l'école, au niveau du bien-être, au niveau de la nature, au niveau de plein de facteurs. Moi, ce que je vois, c'est que le village, la ville devient le centre de la vie et le centre de petites communautés auto-épanouies, puisque chaque village va être différent, puisque le cadre de vie est différent, les êtres qui y vivent. Moi, je vois vraiment un fleurissement de petits villages, enfin de villes, de villages, qui retrouvent l'autonomie alimentaire, la santé parfaite, une eau de bonne qualité, où tout le monde s'y remet à œuvrer pour qu'il n'y ait plus des personnes qui travaillent 300 à l'heure et puis d'autres qui ne font rien, alors que tout le monde a des compétences et tout le monde a du temps. Il parlait tout à l'heure de jardin. Voilà, et c'est remettre de la vie. C'est plutôt je veux dire, ça donne une certaine forme d'autonomie, mais surtout ça donne un lien de rapprochement avec l'environnement, la nature, alors qu'on est peut-être un peu déconnecté. C'est le vivant à tous les niveaux, au niveau des humains, le vivant au niveau de l'eau, au niveau des terres, au niveau de l'immobilier. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le pourcentage d'immeubles fermés toute l'année, c'est terrible. Donc il y a aussi le vivant dans le patrimoine immobilier. Donc c'est vraiment rendre vivant tous les aspects de la vie. Voilà. Écoutez, c'est très intéressant, on prend beaucoup de plaisir. On pourra en parler pendant des heures. C'est très enrichissant. En tout cas, ça nourrit, je dirais le cœur d'entendre que oui, effectivement, Dominique, vous faites partie de ceux qui souhaitent un avenir meilleur. Et ça se sent. Est-ce que vous croyez, vous avez la foi ou bien? J'ai reçu cet amour, cette guérison par la lumière. En fait, j'ai reçu réellement l'amour, la lumière et le verbe qui m'ont guidée pour sortir de ma maladie et qui sont toujours là et qui me guident chaque jour. Donc vous voulez le transmettre? Et je pense que c'est ça, réellement, la petite voix, la flamme à transmettre. C'est ça qui va nous guider tous avec le même chef d'orchestre au-dessus qui nous veut tellement de bien. C'est sur ce qu'on va finir. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup Dominique. Au revoir. Merci. C'est pour Cœur de Savoie. N'ayez pas peur de parler, on est un média libre, vous avez la parole libre. Oui, par exemple, vous pouvez vous exprimer. On est là aujourd'hui à Père-Jussy pour le sujet de la Constitution, un groupe constituant qui a fait un gros travail depuis plus d'une année. Oui. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui votre déplacement ici, par exemple? Alors c'est surtout pour notre indépendance, surtout pour notre bonheur, parce qu'il faut qu'on avance et aujourd'hui, ma motivation aujourd'hui reste qu'aujourd'hui, il faut plus laisser faire. On a marre, quoi. Plus laisser faire par rapport à quoi, par exemple?
Par rapport au gouvernement, à la société d'aujourd'hui, qui aujourd'hui nous manipule, nous menace, on vit dans une sorte de dictature, donc il y en a marre. Donc voilà. Parce que alors, le gouvernement, comme toutes les entreprises républicaines, ce sont des sociétés anonymes, elles ont des numéros de sirène. Donc ce qui veut dire quelque part que la souveraineté telle qu'on l'entend, elle est morte en fin de compte. Ce seront des administrations privées qui gouvernent. En fait, tout simplement, on travaille pour une entreprise privée, donc du coup, il y a un peu de la manipulation. Voilà, donc on vit dans une société où on nous manipule. Oui. Donc on peut plus se laisser faire, quoi. Vous traduisez la manipulation de quelle manière, par exemple? En fait, tout est une question d'argent. Oui. Donc l'argent aujourd'hui, en fait, prime sur tout. Donc aujourd'hui, maintenant, on veut que ça s'arrête et aujourd'hui, on veut prendre notre indépendance totalement. Okay. Qu'est-ce que vous attendez de la Savoie sur les années qui viennent? Supposons que celle-ci devienne souveraine un jour et que chaque Savoisien puisse être reconnu en tant que personne intégrée, avec le respect du vivant, le respect de l'enfant, des personnes âgées, tout ça. Comment vous souhaiteriez que celle-ci elle soit? En fait, avec des humains, des gens humains, c'est-à-dire où je veux en venir, c'est que les gens qui s'entraident, de la solidarité. Voilà, exactement. Donc avec du cœur et donc du coup, avec un humain aimant. Donc pour qu'on arrête ce côté individualiste. Donc voilà, parce que bien souvent les gens se font la guerre, donc du coup il y en a marre, quoi. Aujourd'hui, on est dans un. Alors, si on parle de département, sachant que bon, pour nous, c'est pas tellement la question, mais ici en Haute-Savoie particulièrement, c'est quand même très riche. Est-ce que l'argent, pour vous, a tué la valeur de l'humain, oui, la qualité de vie, l'individualisme? Comment vous pensez qu'on peut revenir en arrière? Alors, tout simplement, c'est que, en fait, notre seule chance de s'en sortir de tout ce problème, c'est qu'on puisse devenir en fait indépendant et donc du coup s'éloigner en fait du problème actuel. Donc c'est notre seule chance en fait d'arriver à terme. C'est comment votre prénom? Kevin. Kevin. Eh ben merci Kevin de nous avoir accordé avec plaisir minutes sur notre média. Avec plaisir. Bonne journée. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui votre venue. Alors sur le sujet de la Constitution, très important. Mais comment vous voyez la Savoie par rapport à ça? Par rapport à la Constitution? Oui. Comment vous souhaiteriez que la Savoie devienne dans les années à venir, par exemple? Est-ce que la Constitution bienveillante pour le peuple, c'est une remise au centre des valeurs, etc.? Vous la voyez comment, vous? C'est difficile de se projeter parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de vision, on va dire. Chaque personne a un peu sa vision de la Savoie. On est normal. Tous... Ouais, normal. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé, quoi. En fin de compte, c'est ça qu'il faut... Quelles erreurs vous nous parlez? Les erreurs de santé, les erreurs de financement, les erreurs alors tout à l'heure, d'ingérence, bref, de tout, quoi. Bref, on voit bien, rien va, mais il va falloir mettre des verrous sur tous ces sujets-là. Ils en parlaient tout à l'heure de contrôle, de sorte de garde-fou. Voilà, il faut contrôler sans tomber dans le totalitarisme c'est toute cette difficulté du trait, quoi. C'est toujours cette ligne qui nous permet de savoir qu'on est sur la vraie valeur de la Savoie. Je pense que c'est la... Pour la famille, par exemple, pour l'enfance La famille, pour moi, je vais revenir à quelque chose de très naturel. C'est la nature. La nature, elle est ce qu'elle est. C'est pas moi qui la détermine. Père-mère, tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est père-mère, enfant. Après, c'est plus la famille. Pour moi, après, c'est du couple, c'est du vie. Chacun vit un petit peu comme il veut, mais il rentre plus dans le registre du vrai mot. Un mot, il a une définition, il a une expérience. Si on change l'expérience, on change le mot. Vous voulez dire qu'on a dénaturé la structure de la famille? Pour moi, famille, c'est famille, quoi. Je veux dire, on rajoute pas, quoi. Quand je dis un gâteau au chocolat, je rajoute pas des fraises. C'est un gâteau au chocolat. C'est pareil. Le mot famille, il a une détermination, il a une définition. Il a donc un champ d'expérience, et ce champ d'expérience, il a un début, une fin. Et si on n'est pas dans ce registre-là, on réinvente un mot, on trouve un néologisme qui est plus approprié, j'allais dire, à la situation, comme on a fait pour le Pacs, pour le mariage, etc. Quand on veut bien, on veut bien. À chaque fois que l'on
ne veut pas remettre un nouveau mot devant une nouvelle situation, c'est parce qu'on veut créer l'amalgame. On veut créer donc la dissonance cognitive, on veut créer la séparation, etc., etc. Donc tout ça, maintenant, on le sait. Maintenant, il faut servir de cette expérience, justement, pour pouvoir réécrire correctement. Et on va remercier nos détracteurs parce qu'ils nous permettent, justement, de ne pas tomber dans le trou. Hein. Celui qui sait, c'est pas pareil que celui qui ne sait pas. Quel message vous donneriez aux Savoisiens qui souhaiteraient changer les choses, adhérer au mouvement, à cette Savoie libre? C'est la difficulté que j'ai autour de moi, hein. C'est-à-dire que les gens... Vous rencontrez ces difficultés? Non, pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on veut discuter, c'est très fermé parce que je pense que ça demande un travail supplémentaire à des gens qui sont saturés. Ils n'ont pas le temps nécessaire. Est-ce qu'ils veulent aussi, dans bien des cas, essayer de comprendre l'histoire de la Savoie? Est-ce qu'après ils paraissent intellectuels? Mais ils ont pas. On ne laisse pas les gens souffler. Comme on ne laisse pas les gens souffler, ils n'ont pas le temps de se recréer, quoi. Nous, il a fallu décider qu'à un moment, tu choisis de faire du sport, tu vas t'entraîner tous les jours, tu vas intégrer tes contraintes. Donc, nous, on a décidé de prendre du temps. Ça veut dire l'histoire, ça veut dire les conférences, ça veut dire etc. Ça veut dire aussi la finance. Donc on rentre dans le sujet pour pouvoir vraiment le connaître. Et donc forcément les gens, quand ils n'ont pas, ils n'ont pas la discussion puisqu'ils ne peuvent que, encore une fois, si on n'a pas appris de nous-mêmes, on est obligé de faire confiance à ce que l'autre nous dit, quoi. Donc forcément, après c'est soit je suis obligé de penser comme lui et j'ai pas forcément, je suis pas prêt, etc. C'est pas possible, ça sera jamais. Vous êtes un peu lumineux, c'est un peu ça qui sort. C'est surtout le fait qu'ils n'ont pas le même niveau de connaissance. Quand on n'a pas le même niveau de connaissance, c'est difficile d'amener l'autre à ce ça fait beaucoup d'un coup. Les gens ne sont pas du tout préparés, je parle de manière générale, à entendre tout ça. Depuis des années, tout ça s'est verrouillé. Oui, oui, le système nous freine considérablement. Ce qui fait, c'est que c'est devenu, c'est dénaturé, quoi. La société est enfermée dans une obéissance de 1000 grammes, je dirais. Elle refuse de sortir de sa case. Malgré qu'on lui explique, malgré qu'on lui dit, mais elle est complètement dans l'apathie, parce que moi je pense qu'il lui manque de l'air, quoi. Cette air, elle pourrait être donnée soit par une prise de conscience. Si on n'a pas la conscience, il nous faudra le champ d'expérience. Et le champ d'expérience qui permettra de réveiller quelqu'un, c'est comme ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire que si on est botté par le cul par des événements qui sont ce qu'ils sont, climatiques, politiques, géopolitiques ou autres, permettra peut-être justement de créer cette effervescence que l'on souhaiterait avoir pour que les gens se disent « Attends, ils ont dit quoi ? Mais attends, voilà. » C'est intéressant. D'abord, on va finir là-dessus. Donc, transformer son poison, voilà. Je crois que c'est une bonne définition. Transformer son poison en élixir, ça c'est super important. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de faire. Ok, d'accord. Vous êtes grand-père, grand-mère? Oui. Donc vous travaillez aussi pour vos enfants, petits-enfants? Non, ma petite fille est en Suisse, donc je travaille pour moi. Mais c'est un peu la raison du combat aussi, les enfants, les petits-enfants généralement. Vu notre âge, on se bat aussi pour eux, quoi. Pour les Savoisiens en général. Pour essayer de leur laisser quelque chose en état acceptable. Après, c'est de l'intégrité. C'est-à-dire que quand je sais quelque chose, il y a celui qui ne fera rien et puis celui qui dira, quoi. Donc moi, quand je sais, c'est pas pareil que quand je sais pas. Et je peux pas rester hypocritement devant quelque chose, devant quelqu'un. Vous vous sentez coupable de ne pas... Pas coupable de rien du tout. Non, pas coupable. Responsable. C'est-à-dire que j'y ai pas trouvé comme ça. On m'a vendu de la couleur. C'est du noir et blanc qui pique. Il faut quand même que je leur dise que c'est pas de la couleur. Donc voilà, ça vient naturellement, quoi. C'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose qui doit naturellement, on suit le... C'est le cœur qui parle. C'est le cœur, c'est l'énergie, c'est la conscience. Conscience, encore une fois, c'est de la connaissance et un champ d'expérience. C'est tout ça. Il faut les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.